Quand j'ai lu le roman Mère à mère de Cindy Way, j'ai eu deux réactions viscérales. La première, c'était, je me suis mise à pleurer et j'avais vraiment la chair de poule partout. Et si ma réaction à la lecture d'Alain ne vous a pas déjà donné l'indice, je suis palestinienne d'origine. Donc, en lisant surtout la scène que tout à l'heure Sarah et Cindy ont lue, ça m'a beaucoup parlé. C'était comme si, à travers la voix de Mandisa, j'écoutais ma propre grand-mère raconter comment les bulldozers étaient venus et ont détruit leur village et comment ils ont fait le trek. Donc la fameuse trek, c'est vraiment la même image, la même image. Et la deuxième réaction que j'ai eue, j'ai pensé tout de suite à Joséphine et à l'expérience des autochtones ici. Et je me souviens, j'ai écrit tout de suite à Rodney parce que je devais lire, je lisais le manuscrit et j'ai dit, Rodney, Joséphine et Cindy Way, il faut qu'elles se rencontrent. Et il faut que toutes les personnes qui ont vécu une expérience de dépossession, soit directement, soit dans leur histoire, il faut qu'on soit sur la même table. Et c'est pourquoi on s'est retrouvés entre Haïtiens, Sud-Africains, Palestiniens, et si Joséphine était là, avec aussi la présence d'une femme Innu qui a aussi vécu la dépossession d'une autre façon. Donc c'est ça l'idée derrière ce panel-là. Et je céderai tout de suite la parole à Cindy Way. I was talking about how the common experience of dispossession when I read your novel, between Palestinians and Haitians or any peoples who lived through colonialism. So would you like to tell us a bit more about how you treated dispossession in your novel? Why did Mendeza make me cry? I think the most important thing I believe is the oneness of humanity. We so believe because we, as I said before, we are raised that way. We so believe in our differences that we miss one another. And that's a shame. That really is a shame that this is the 21st century and we're still entrenched in these archaic attitudes of difference. There is no difference. We are all the same. When I heard how you responded to this passage, that it is the same experience. And we all as human beings have the same range of emotions. So it shouldn't take that much of a, struggle for one to imagine what the other feels in any set situation. It's how you would feel. It's how you would feel. And when people say, how can you write about the other? What is this called now? Appropriation. To my way of thinking, that's just not really anything. What appropriation? You imagine yourself in the other's shoes. That's all it. If we cannot use our imagination, what good is having this imagination then? In other words, I can only write about me. I couldn't write about my daughter, my cousin, because it's not my story. And so, if you imagine that everybody in the whole wide world is your brother and your sister, that's all it is. We can't all be in the one house. So we are dispersed throughout the world. That is no reason why we should stay addicted to hate. That is no reason why we should stay believing in this myth of difference. There is no difference. Different languages, different color, skins or hues, different ways of cooking food. That's because of our experiences and what we have learned. If you had been born, I have a small poem there in that book called Being. I don't want to read it. called Being. And all it says is that nobody chooses how they will come to the world. You don't choose to be born Chinese or Indian, yellow or green or black. The universe, God, Allah, whoever, decides that you are born.
You have no choice in this. So don't go around thinking you are big stuff because you were born this. No, you didn't achieve anything by this. It's just how it happened. Okay? But for this great gift, that is your free life, which cost you nothing, there is a price to pay. We are all on this earth for one reason, and one reason only. This is not my original thought. Eleanor Roosevelt said it at the GA, General Assembly of the United Nations, 1945. I wasn't there then. I was already alive, but I wasn't at the UN. I'm not that ancient. But we are here to leave the world a better place than we found it. C'est tout, c'est fini. That's all. And if you take that one simple reason, if we accepted that challenge, it's so simple, we would live our lives differently. South Africa is really still in a state of dispossession. Not from apartheid, not from white supremacy, but from black greed. That's all. Look at who is who in terms of what's in their bank accounts. I do not believe, I may be wrong, I'm not an economist. You are free to correct me. Nobody holds the rights to all the truth there is to know in the world. I have my truth. It doesn't mean it's the only truth. But I do not believe any honest person, there is no honest billionaire overnight. Unless you have given the world some miracle like Bill Gates. We have a lot of black in South Africa, and it's not black, sudden, millionaires and billionaires. The question I ask myself is, where was I sleeping? I don't think this is got to honestly. And then the other side of this, while we're busy manufacturing billionaires, you had Dan O'Meara. He said that there are people in government who came back in 1994 and 1992 without a penny in their pockets. They are in government. And the president in South Africa earns as higher salary than... Where is our sense of shame? Our sense of what is right? I mean, you fight a battle, we didn't win it, but still, you fight for the liberation of your country. Nobody, not the ANC, not the PAC, not anybody, none of the liberation movement ever stood up on the platform, on any platform and said, we are fighting for this, we are fighting for this party. Everybody said we are fighting for the poor, oppressed people of South Africa. But the oppressed people of South Africa are still without anything to show for the freedom that supposedly have been won. Now, people in government and their cousins and their girlfriends and their wives and their sisters, everybody suddenly become very comfortable. And if 80% of the population looks like me and 80% of that population that looks like me, at the moment of liberation was semi-illiterate. They don't, people like that, not because they are stupid, but because they haven't had the opportunities you all have had to train their minds, to think critically, to question. People believe this garbage, that we freed you. You owe us your votes. Vote for us. And a politician has said, not the last voting, but I think 2 or 3, if you don't vote for us, the grants will disappear. We'll go back to apartheid. I mean, a politician says publicly, South Africa can go back to apartheid and nobody is challenged. Nobody is jailed for lying. There is no way South Africa could go back to apartheid now. Not with the constitution. But you frighten semi-literate people like that. They believe you. So they go on voting for you whether or not. I don't know how to, I really don't know what we can do. But as I said earlier,
we are not there yet. South Africa is not there yet. Our freedom has not really been achieved. If people are still hungry, if people are still dying of diseases they should not be dying of, we are far from our uhuru. And the rate at which we are marching for the fastest growing in the economy, aspects of the economy are, something associated with death and burying, bless you, or defense against crime. Those are the product, the burglar bars and the other doors and this. It tells you what kind of trouble we are in. Other people are growing education and this. We are growing anti-crime defense and, if all else fails, this is how we'll bury you. I mean, it's a shame. It's a shambles. And it is just, if not a crime, if not a sin, at least a crime, the way we live in South Africa. We live in fear. We live behind high walls. You can't, when I go elsewhere and I see women and the elderly walking around with their purses and their phones, you don't do that if you go to South Africa because it will be snatched right out of your hand. People get, your car, you're driving your car and somebody thinks it's their car and takes it from you at gunpoint or something like that. Something has gone wrong. We missed a huge step at the end of apartheid. And unless we go back and do what was left undone, we need the people in the country to be sober-minded about who they are. And the people, yes, there was the TRC, yes, wrongs were admitted, but then nothing was done about that. Nobody was jailed. There were no reparations. To say I'm sorry is not enough. And not enough people said they were sorry. And now nobody feels there is any reason to even feel sorry. And so we are not there. I don't know who is going to call for the stepping back and doing a revision. And without it, we are not going forward. Everybody, black and white, is addicted to hate, addicted to blame, addicted to anger. You cannot build. Those are not building blocks for anything healthy, never mind nation building. Oh, there's a lot of that from government. Nation building, nation building. I don't see it happening. Thank you. Sindiwe m'intimide trop, c'est pourquoi j'ai mis une chaise entre nous. Elle m'intimide beaucoup parce que j'ai lu un livre merveilleux qui s'appelle Mère à Mère. Ce livre a été traduit par Sarah. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, j'ai lu ça à Port-au-Prince. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait des scènes qui étaient complètement écrites pour Port-au-Prince, pour ce que je vivais. C'est-à-dire que cette ambiance, cet espace, cette tension dans le texte, cet imaginaire de la dépossession qui donne naissance au texte et ce désir de rendre possible l'impossible et cet inacceptable acceptable et cette espèce de... En fait, je pense qu'il y a peut-être deux manières de se retrouver dans l'histoire. Une manière, c'est de faire l'histoire. Une autre manière, c'est de subir l'histoire. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce livre. C'est-à-dire que, en fait, ceux qui parlaient, par le fait même de prendre la parole, faisaient l'histoire. Donc, par le fait même que même les dépossédés avaient accès à l'histoire parce que ces dépossédés prenaient la parole. Et je me rappelle une chose, quand Sarah Cordova, mon amie, m'a présenté le livre, elle m'a dit, si vous aimez, vous aimez beaucoup Joséphine Bacon, vous allez sûrement aimer le livre. Donc, elle m'a présenté Sindiwe Magona comme sa Joséphine Bacon à elle. Donc, et dans cette comparaison
de la présentation d'un auteur, d'un livre publié, etc. Donc, j'ai pensé qu'on était dans le même monde, un monde à venir, c'est-à-dire parce qu'il y a un certain nombre de paroles qui ont été, un certain nombre de mémoires qui ont été complètement silenciées, complètement marginalisées, plus que marginalisées, mais politiquement mises vraiment très très loin de l'imaginaire. On ne peut pas aujourd'hui imaginer une histoire du monde, une histoire du Canada, une histoire du Québec, du point de vue des Premières Nations. Ça, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas imaginer entrer dans une librairie. Une fois, j'étais dans une librairie à Olivieri, je lançais le livre « Bâton à message » de Joséphine Bacon. Il y avait près de 200 personnes. Il y a un anthropologue qui était venu me voir et qui me disait que je pensais que j'allais mourir sans voir ça. OK? Et moi, je le faisais parce que je ne savais pas que c'était impossible. En fait, Macton me disait, en fait, je l'ai fait parce que je ne savais pas que c'était impossible. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, pour moi, je n'avais pas vu qu'il y avait un aide qui s'appelle Canadien ou Québécois, un autre aide dépossédé qui s'appelle les Premières Nations. Et moi, je suis innocent. Le mot Première Nation veut dire, en fait, ce sont les premiers. Est-ce que vous voyez comme ce sont les premiers? C'est-à-dire, pour moi, s'il y a une répartition, donc la terre leur appartenait en premier. Et comme je suis haïtien, donc un petit peu mégalomane, donc le mot Haïti, c'est un mot indien qui veut dire terre haute, terre montagneuse, terre haute. Donc, et dans l'imaginaire des Amérindiens qu'on nous a donné, c'était un imaginaire, c'était l'âge d'or d'Haïti. Et je ne comprends pas, tu vois, c'est vraiment l'inverse. Pour nous autres Haïtiens, ce qu'il y a de grand, c'est peut-être même pas l'Afrique, ce qu'il y a de grand, c'est cet espace autochtone qui est considéré comme l'âge d'or. L'Afrique va venir après. C'est un âge auquel on n'a pas accès, c'est un âge symbolique. On nous a dit que les Amérindiens, c'était des hommes à peau rouge qui vivaient sur cette terre, qui dansaient, qui faisaient c'était des sambas, c'est-à-dire des poètes qui chantaient, qui dansaient et qui fumaient du cannabis, qui faisaient l'amour, et puis tout le monde aime ça, qui ne travaillaient pas. Ils vivaient de chasse et de pêche, ils dormaient toute la journée, le soir, ils dansaient. Donc, enfin, j'adorais ça. C'est la manière, c'est le récit que j'ai eu du monde. Donc, et quand j'ai compris que c'était lié à la dépossession, quand je suis arrivé ici, et je me suis dit, peut-être que c'est peut-être beaucoup plus intéressant de parler de Joséphine Bacon, de parler de Sindiwe Magona, au lieu de parler de Bill Gates. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que l'histoire nous a appris à parler de ce qu'on appelle les vainqueurs. Mais les vainqueurs, c'est notre regard qui fait que Bill Gates est vainqueur. Si nous décidons aujourd'hui que Donald Trump, c'est comment il s'appelle? Donald Trump, c'est ça son nom? OK. Si on considère qu'on ne connaît pas son nom, si on considère qu'il n'est pas milliardaire, les milliardaires sont des pauvres, de notre point de vue, on peut renverser la situation. C'est-à-dire que ceux qui se sont accaparés les richesses du monde, si on considère que ce sont eux, ce sont elles qui sont pauvres, déjà, il y a une autre perspective, donc il y a une autre histoire qui est possible de raconter. Ce que je voulais dire pour finir, j'ai tout de suite appelé, quand j'ai lu le livre de Sindiwe Magona Mère à Mère, j'ai tout de suite appelé Sarah, après j'ai appelé Yara, et puis on a pensé vraiment que la question des imaginaires de la dépossession, c'est quelque chose qu'on doit en fait mettre en route. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, là je pars plus tard pour Dakar, aux ateliers de la pensée, où on va travailler sur la dévulnérabilisation du monde. C'est-à-dire que ce qu'on fait face aujourd'hui, on fait face aux vulnérabilités. Peut-être que les vulnérabilités sont telles aujourd'hui parce qu'on oublie la vraie richesse. On oublie la vraie richesse qui est le sens de l'intelligence et le sens du monde et le sens du vivre ensemble. C'est peut-être que ce qu'on appelle la dépossession est lié à une trop grande possession et ça crée un déséquilibre du monde. Et peut-être que l'équilibre, c'est la littérature. Peut-être que l'équilibre, c'est la littérature qui va rétablir cet équilibre-là. C'est pas que je donne beaucoup
de responsabilité aux écrivains et à la littérature, mais je pense que c'est la littérature qui peut faire en sorte que moi, Rodney Saint-Éloi, je sois là à vous parler, que Isaac Bazier, je ne connais pas son parcours, mais il sort de Burkina Faso, qu'il soit là à nous convoquer, que Yaraël Gadban, palestinienne, soit là pour vous parler, et que Sindiwe Magona ait pris l'avion de l'Afrique du Sud pour venir ici vous parler. Donc il n'y a que la littérature qui puisse opérer cette magie. Et je vais finir en citant peut-être Aimé Césaire, qui disait dans Cahier d'un retour au pays natal, « Eya pour ceux qui n'ont rien inventé, ni la poudre, ni etc. Eya pour ceux qui n'ont rien conquis. » Parce que d'habitude, on applaudit ceux qui ont conquis, ceux qui sont victorieux. Et si on disait, applaudissons ceux qui n'ont pas, ceux qui ne se sont pas familiarisés avec la victoire. Et il y a dernièrement, je pense qu'un mois, quelque chose qui s'est passé dans le monde et qui est qu'on n'a pas trop parlé, mais je pense que c'est un acte fondamental. En fait, je pense que c'est à Washington, on a décidé, au lieu de fêter Christophe Colomb, de fêter plus tôt, de célébrer plus tôt les Indiens qui étaient exterminés. Donc si on change la perspective, on peut arriver à changer l'histoire et peut-être qu'on pourra avoir de véritables mères à mères, peut-être qu'il y a des milliers de Sindiwe Magona qui sont là, qui sont de véritables modèles et qui attendent simplement qu'on les regarde, qu'on les applaudisse et qu'on suive leur voie. Merci beaucoup à Sindiwe Magona de nous avoir donné tout ça. Merci.